On repart les amis, et donc on repart avec Michel Béguin qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Président donc de Insight SIP. Et alors, communication que vous avez fait dans quel cadre d'ailleurs? Donc défendre l'électronique en France, l'électronique. L'électrotechnique même on dit. Non, l'électronique est pas morte. Voilà, les composants électroniques sont morts. C'était dans quel cadre que vous avez fait cette... C'est dans le cadre d'une journée organisée par le pôle SCF, ce pôle sécurité, communication et système, de la région sud, à PACA, donc qui est un pôle spécialisé dans tout ce qui est digital, électronique, composants D'où vous venez. Et systèmes. Vous-même, vous faites, si j'ai bien compris, des systèmes pour les capteurs, pour les objets connectés, hein, oui, ça, on fait des systèmes de communication, des composants de communication entre objets connectés et le monde extérieur, donc vers des smartphones, vers des PC, vers ce qu'on appelle des gateways, donc des box, hein, pour faire connecter tout ce petit monde ensemble. Ce que j'ai pas bien compris, c'est où est-ce que vous interveniez exactement? Vous designez pas le capteur? On design le composant. Vous designez le composant qui est en fait... Non, on ne fait pas des capteurs. Les capteurs qui sont le composant que l'on mis dans le capteur lui-même. Voilà, qui sont mis dans le capteur et qui consiste à remplacer le fil. Les objets connectés aujourd'hui, sans fil, on coupe le fil. Absolument. Donc à chaque bout de l'ancien fil, on le remplace par un système de connectivité sans fil. Et nous, on est aux côtés des capteurs. Et aux côtés des capteurs, et c'est tout ça qui monte ensuite sur les réseaux. Je voulais juste votre avis sur... parce qu'on parlait énormément à un moment de Sigfox, c'est-à-dire le réseau des objets connectés français, avec alors un patron emblématique qui me parlait de la 0G, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faut un réseau particulier pour les objets connectés? Ou vous pensez en fait que les réseaux 4G, 5G, portables, etc. font l'affaire? Au niveau des réseaux de longue distance, dont Sigfox fait partie, il y a deux grandes catégories de réseaux. Des réseaux qui s'appuient sur le réseau cellulaire 4G, 5G, voilà. Donc qui passent par les opérateurs. Qui, me dit-on, consomme beaucoup d'énergie quand même. Qui consomme, oui, le réseau lui-même, mais le capteur, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de plus d'énergie pour aller se balader sur ce réseau. Techniquement, il n'y a pas besoin de plus. D'accord. Donc ça, les normes sont appelées NB-IoT ou LTEM pour les capteurs. Ouais. C'est pas un téléphone, c'est une partie très simplifiée de la connectivité. Donc ça s'appuie sur le réseau cellulaire, les réseaux cellulaires existants. Et l'autre approche, c'est des réseaux autonomes à partir de gateways, de concentrateurs qui sont propriétaires de l'utilisateur, dont fait partie Sigfox. C'est l'approche de Sigfox. Ouais. Donc il y a plusieurs avatars. En Europe, on connaît Sigfox, bien sûr, on connaît LoRa et d'autres. Sans faire la liste, c'était juste pour dire, à un moment, on s'est dit, tiens, là, la France a une carte très intéressante à jouer. Vu l'explosion que vont représenter les objets connectés, la demande en objets connectés, la demande de connexion. Alors la bonne nouvelle, c'est que les deux réseaux leaders en monde sont, pour la partie qui passe pas par les systèmes cellulaires, les opérateurs, c'est Sigfox d'un côté et c'est LoRa de l'autre côté, qui est issu d'un laboratoire bien connu, le CEA-Leti à Grenoble, et toute la technologie vient de la France. Et ces deux-là dominent le monde. Ces deux réseaux-là aujourd'hui. Ces deux réseaux dominent le monde aujourd'hui. Ils sont les plus influents dans le monde, oui. C'est intéressant, c'est une bonne base quand même pour dire l'électronique française n'est pas morte, puisque c'est ça votre sujet. Exactement. Et alors, les problèmes actuels de Sigfox, bon, je ne connais pas l'histoire précise de Sigfox, mais je pense que Sigfox est dans une mauvaise passe aujourd'hui, mais sur le plan technique et approche technologique, pour moi, c'est une approche excellente. C'est tout le sujet, mais on va en parler justement, parce que c'est un des sujets dont vous parlez en fait assez peu. Alors, j'ai regardé des slides évidemment. On va projeter là d'ailleurs, vous faites une analyse, alors ça s'appelle analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace pour l'électronique en France. Sujet de capitaux, c'est pas le sujet central en fait, j'ai l'impression pour vous, Michel. Le problème central en France, ça a été... moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'électronique. J'ai toujours travaillé pour des sociétés électroniques. Si on peut le mettre plein écran, pardon, je dis, mais mettons le plein écran, l'analyse SWOT, pendant que vous parlez. Allez-y. Et ce que j'ai observé, c'est un énorme désintérêt au fil des années du monde de l'électronique de la part des décideurs, tout type de décideurs, politiques, institutionnels et financiers. Donc il y a une désaffection pour des raisons un peu étranges, avec une remise en cause, pas que dans l'électronique, mais dans le monde industriel en général, en disant on veut plus d'usines en France. Je le fais très court. Mais c'est pas pour des raisons étranges, vous le dites très justement, c'est on peut plus lutter contre les Chinois.
Voilà, on veut plus lutter contre les Chinois, on veut plus lutter contre les Indiens, on laisse tomber. Voilà, on laisse tomber. Et cette approche défaitiste conduit petit à petit les pans entiers de l'industrie française, dont l'électronique fait partie, à disparaître ou à partir ailleurs. Ouais, mais c'est ça, c'est intéressant. C'est un cercle vicieux que vous décrivez en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit alors, vous citez évidemment les grands industriels des années 90 qui ont fait ces choix compliqués. À ce moment-là, ce sont les investisseurs qui se désintéressent. Si les investisseurs se désintéressent, les collectivités locales se désintéressent elles-mêmes. Les entrepeurs eux-mêmes se désintéressent. Les ingénieurs se désintéressent. Voilà, tout le monde dit c'est foutu, c'est fini, c'est plus la peine d'investir. Il y a un sentiment défaitiste, une approche où on s'auto-flagelle en disant la France, tout est trop cher, rien ne fonctionne et on ne peut pas s'en sortir. Vous-même, Michel, vous n'avez pas d'usine en France ? Nous, on n'a pas d'usine en France et ça, c'est un de mes regrets, c'est que j'aurais bien aimé avoir une usine en France. On travaille avec des sous-traitants qui sont basés, des très grosses sociétés qui sont basées à Taïwan et aux Philippines. Et le paradoxe, c'est qu'une grosse partie de la technologie sous-jacente de ces entreprises sont des technologies françaises qui sont issues, pour certaines, du laboratoire central de Corbeville, anciennement Thomson, qui ont migré après différents avatars vers l'Asie. Et ça fait mal au cœur. Mais oui, mais pourquoi ? Alors j'ai une idée de chiffre d'affaires pour Insight SIP les chiffres d'affaires, on peut dire on est de plusieurs millions d'euros, donc aujourd'hui on est à peu près 5. Plusieurs millions d'euros, ça veut dire qu'on n'a pas la taille finalement d'investir soi-même dans un outil de production. Soi-même, on n'a pas la taille. Par contre, il y a des demandes. Il y a beaucoup de demandes en Europe pour les technologies qui nous concernent. Il y a des demandes. On est régulièrement contacté par des grands groupes comme je pense à Thales pour les secteurs de défense, pour Airbus, pour l'aéronautique, pour des sociétés dans le grand public qui ont des besoins qui s'appuieraient sur nos technologies. On leur dit désolé, il n'y a plus d'usines en Europe. Alors, est-ce que le Covid peut être un catalyseur ? Bon, il y a cette pénurie de puces là, dont tout le monde parle, qui tout à coup permet de révéler notre dépendance, mais vraiment totale, à l'ensemble de cette industrie particulière et dépendance au sud-est asiatique. Est-ce que le Covid peut servir d'électrochoc ? C'est le cas de le dire, Michel. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'au niveau des politiques locaux, régionaux ou français et européens, il suffit d'écouter ce que dit M. Breton, il y a une prise de conscience forte. Lui, il a dirigé Thomson en plus, voilà, Thierry Breton. Exactement. Donc, et il est arrivé au moment où les mauvaises décisions avaient été prises. Il était censé essayer de redresser la barre. Il raconte toujours qu'il a amené, qu'il a présenté le premier iPod à Steve Jobs. Ouais, il raconte toujours ça. Et il dit, mais sauf qu'eux ne savaient pas quoi en faire, quoi, et que Steve Jobs, il a compris ce qu'il fallait en faire. Les avantages. Voilà. On a le même exemple avec Internet, qui finalement est une façon beaucoup plus intelligente et subtile de faire fonctionner ce qu'on a fait en France avec le Minitel. Avec le Minitel, hein. Et quand vous allez en Californie sur le siège et le musée de la technologie de Palo Alto, ils présentent le Minitel comme étant le précurseur d'Internet. Et c'est pas présenté en France. On a reçu ici l'un des biographes d'Elon Musk, qui raconte dans son bouquin qu'en 95, quand il débarque en Californie, la première boîte que crée Elon Musk, c'est à peu près l'équivalent de nos pages jaunes, qui sont déjà sur le Minitel depuis 82-83 en France, depuis 10 ans. Bon, mais alors, comment on rebondit ? C'est quoi la condition ? En 4 minutes, là, le plan d'action de Michel Béguin pour essayer de se relancer. Pour moi, le plan d'action, c'est de faire déjà un constat sans se fermer les yeux sur la situation de l'industrie française, de l'industrie électronique française. Il y a des secteurs où on a des bons vecteurs, on a des bonnes entreprises. Ouais, c'est ça, vous citez pas mal de ces boîtes. Alors pour moi, par exemple, dans tout ce qui est photonique, capteur, radiofréquence, hyperfréquence, la France, pour des raisons historiques liées à son histoire industrielle dans les télécommunications, dans le militaire, dans le spatial, a une compétence très très forte, des ingénieurs de très haut niveau, des centres de formation de très haut niveau et des laboratoires de recherche publics et privés de très haut niveau. Donc il faut capitaliser sur ce sur quoi on est fort. Après, quand j'entends C'est intéressant ça, parce que certainement pas courir tous les lièvres à la fois. On peut certainement pas se disperser. On ne peut pas tout faire. Hein. Quand j'entends certains qui disent qu'il faudrait qu'on crée un Intel français, je dis désolé, Intel, ils ont peut-être des défauts, mais ils sont très puissants dans leur secteur. Donc, courir après une société ou un cheval qui est à 3 km devant, on n'y arrivera pas. Hein. Par contre, capitaliser sur les domaines dans lesquels on est déjà très fort,
Il faut aller là-dedans. C'est ma proposition. Hein. Et c'est ce qui fait dans beaucoup d'entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, quand vous arrivez, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, d'arriver dans des entreprises qu'il fallait redresser, on analyse les forces et les faiblesses et on capitalise sur les forces. Les faiblesses, tant pis, on ne peut pas faire grand-chose pour lutter contre les faiblesses. Y compris l'IoT alors, y compris les objets connectés. L'IoT, là, l'IoT Valley d'ailleurs, elle est où l'IoT Valley C'est du côté de Toulouse justement. Oui, il y a plusieurs endroits qui s'appellent l'IoT Valley. Qui se revendiquent. Alors l'IoT, je serais un peu prudent. On a des compétences. Le problème, c'est que aujourd'hui, les sociétés françaises qui sont dans l'IoT, Deep Tech, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vois, nous, nos clients, on est dans l'IoT. Nos clients, c'est surtout en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, vous avez cité en Thales, Autriche. Thales, oui, mais c'est un petit marché. Je comprends. Hein. Pour du marché gros volume, c'est pas pour l'instant pas trop en France. Il y a quelques contre-exemples. Vous avez Weezing, par exemple, qui est un beau succès. Éric Carrel. Voilà, il y a des contre-exemples, mais malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Mais, donc, OK, on joue sur nos atouts, sur nos forces, et à ce moment-là, quoi c'est le rôle de l'État, vous le voyez comment vous avez 40 ans de carrière, vous avez vécu tous les plans calcul de la Terre. Le rôle de l'État, pour moi, ça doit être... l'État doit rester modeste dans sa façon de faire. L'État est une force de centralisation des informations, doit être un générateur d'idées, un générateur de réflexion, et ensuite mettre les talents et les finances en relation. On en a parlé un petit peu dans le SWET. Un des gros problèmes des sociétés françaises, mais pas que dans notre domaine, c'est la sous-capitalisation. Et une des raisons pour lesquelles on est sous-capitalisé, toutes les sociétés électroniques sont sous-capitalisées, c'est que les investisseurs ont très peur. Ils investissent dans des choses qu'ils comprennent, pour lesquelles ils attendent des retours sur investissement très courts. Or, malheureusement, l'industrie, le retour sur investissement est long. Vous avez un double risque en plus. Vous avez, pour l'investisseur, vous avez le risque de votre secteur, et puis vous avez le risque de l'investir dans l'industrie en France. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc là, effectivement, c'est souvent l'image qu'on prend, mais l'État doit être juste préparer la terre. Il doit préparer la terre. Le jardinier qui prépare la terre et vous laisser... Et ensuite, laisser les talents se mettre ensemble et faire pousser les graines. Bon. Tout à fait. Mais c'est une vraie conviction, c'est pas du volontarisme à tout prix, Michel. Non, c'est une vraie conviction qu'on a là une occasion historique à saisir d'une certaine manière. Je pense que c'est une bonne occasion parce qu'on a aujourd'hui la Chine, dans l'électronique en tout cas, la Chine est en difficulté, on le dit pas beaucoup. Si. On voit des sociétés comme Huawei qui se sont cassées la figure, qui sont en très grande difficulté. Plus un tas d'autres sociétés dont on parle moins qui sont aussi en grande difficulté. Donc la Chine, aujourd'hui, est devant un grand trou d'air. Si on ne profite pas, c'est un peu triste pour eux, mais si on ne profite pas du fait qu'ils sont en trou d'air pour reprendre du poil de la bête de notre côté, eux, ils sont loin d'être bêtes, ils vont redresser la barre de leur côté. Donc c'est l'occasion pour prendre leur place, une partie de leur place, et sans vouloir tout faire. Michel Béguin, le président d'Insight SIP, était notre invité sur Bismart.